Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Alors, qui était Marie-Antoinette? Faite l'année de ses 15 ans et par raison d'État, reine de France. Une débauchée futile piégée dans l'affaire du collier, la pire ennemie de la Révolution. Une sainte pour la Restauration. Marie-Antoinette rétablit la courbe d'un destin obscurci par la passion ou la honte posthume. Stefan Zweig analyse la chimie d'une âme qui, sous le poids du malheur et de l'histoire, se révèle à elle-même et se rachète, passant de l'ombre de la jouissance à la lumière de la souffrance. Par la main de ce grand écrivain autrichien, nous suivons une reine de la chambre de son nonchalant mari, Louis XVI, jusqu'au lit de la guillotine. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Au milieu des réjouissances célébrant le triomphe de sa fille, Marie-Thérèse se rend à l'église et prie Dieu de détourner le malheur que seule parmi tous elle pressent. Tandis que la gigantesque cavalcade, 340 chevaux qui doivent être relayés à chaque station, traverse lentement l'Autriche et la Bavière, et après d'innombrables fêtes et réceptions, s'approche de la frontière française, charpentier et tapissier, travaille activement à un édifice singulier sur une île du Rhin, entre Kehl et Strasbourg. Là, les grands maîtres de cérémonie de Versailles et de Schönbrunn ont joué leur principal atout. Après des pourparlers sans fin pour savoir si la remise solennelle de la mariée devait s'accomplir en pays autrichien ou en pays français, un malin parmi eux a trouvé une solution digne de Salomon. On construira un pavillon spécial, en bois, sur un des petits îlots inhabités du Rhin, entre la France et l'Allemagne, donc une sorte de no man's land. Ce sera là une merveille de neutralité. 2 pièces du côté de la rive droite du Rhin, où Marie-Antoinette entrera en archiduchesse. 2 pièces du côté de la rive gauche, d'où elle sortira après la cérémonie en dauphine de France, et au milieu, la grande salle de la remise solennelle, où l'archiduchesse deviendra définitivement l'héritière du trône. Des tapisseries précieuses du palais épiscopal couvrent les cloisons élevées à la hâte. L'université de Strasbourg prête un baldaquin, la riche bourgeoisie de la ville son plus beau mobilier. Ce sanctuaire d'une splendeur princière est naturellement fermé aux yeux des profanes. Mais ici, comme partout, quelques pièces d'argent rendent les gardiens complaisants. C'est ainsi que quelques jours avant l'arrivée de Marie-Antoinette, plusieurs jeunes étudiants allemands se glissent dans l'édifice à moitié achevé pour satisfaire leur curiosité. L'un d'eux, surtout, à la taille élancée, au regard clair et ardent, le nimbe du génie couronnant son front viril, ne peut se rassasier de la beauté des gobelins, tissés d'après les cartons de Raphaël. Ils éveillent chez le jeune homme, à qui la cathédrale de Strasbourg vient justement de révéler l'art gothique, le désir ardent de comprendre avec le même amour l'art classique. Enthousiasmé, il explique à ses camarades moins éloquents ce monde de beauté, soudain découvert. Des maîtres italiens, mais tout à coup il s'arrête, se sent mal à l'aise. Ses sourcils foncés et épais se froncent, presque avec colère. Au-dessus du regard encore enflammé, car à l'instant, seulement, il vient de se rendre compte de ce que représentent ces tapisseries. C'est en effet une légende convenant aussi peu que possible à une noce, l'histoire de Jason, Médée et Créuse, l'exemple le plus frappant de l'hymen fatal. Quoi ? S'exclame à haute voix le génial adolescent, sans prêter attention à l'étonnement des assistants. Est-il permis de mettre aussi imprudemment sous les yeux d'une jeune reine, dès le premier jour, l'exemple du mariage le plus atroce qui fût jamais consommé ? N'y a-t-il donc point parmi les architectes, décorateurs et tapissiers français un seul homme qui comprenne que les images ont une signification ? Qu'ils agissent sur les sens et l'esprit ? Qu'elles laissent des impressions ? Qu'elles éveillent des pressentiments ? Ne dirait-on pas que l'on a voulu envoyer au devant de cette belle dame, que l'on dit être attachée à la vie, le plus hideux des spectres ? Les amis du bouillant jeune homme réussissent
avec peine à le calmer. Et il leur faut presque employer la force pour entraîner Goutte, car cet étudiant n'est autre que Goutte, hors de la bâtisse en bois. L'immense flot de magnificence du cortège nuptial approche. Bientôt il inondera d'allégresse et de joyeuses paroles la salle décorée, sans que personne ne soupçonne que quelques heures auparavant, le regard pénétrant d'un poète a discerné dans ce tissu multicolore le fil noir de la fatalité. La remise de Marie-Antoinette doit signifier la séparation de tout ce qui la relie à la maison d'Autriche. Personne et chose. Ici encore, les maîtres de cérémonie ont imaginé un symbole particulier. Non seulement pas une personne de la suite autrichienne n'est autorisée à l'accompagner au-delà de la ligne de démarcation invisible, mais encore, l'étiquette exige qu'elle ne garde pas sur elle la moindre chose provenant de son pays. Ni souliers, ni bas, ni chemise, ni ruban. À partir du moment où Marie-Antoinette devient dauphine de France, elle ne peut se vêtir que de tissu français. C'est ainsi que l'enfant de 14 ans est obligé de se dévêtir entièrement devant toute sa suite dans l'antichambre autrichienne. La nudité de ce tendre corps d'adolescente, à peine éclos, illumine un instant la pièce obscure. Puis on la revêt d'une chemise de soie française, de jupons de Paris, de bas de Lyon, de souliers du cordonnier de la cour. Elle ne peut conserver aucun souvenir, pas même une bague. Une croix. Le monde de l'étiquette ne croulerait-il pas si elle gardait une seule agrafe ou un ruban qu'elle aima? À partir de maintenant, elle ne doit plus voir autour d'elle un seul des visages auxquels elle est habituée depuis des années. Est-ce étonnant si l'adolescente effrayée par toute cette pompe et ces chinoiseries est si brusquement jetée dans une atmosphère étrangère, fond en larmes comme une enfant? Mais il s'agit de reprendre immédiatement une tenue convenable, car les transports sentimentaux ne sont pas de mise à un mariage politique. Là-bas, dans l'autre pièce, la suite française attend déjà. Et ce serait une honte que d'aller au-devant d'elle, les yeux humides et craintifs. Le comte Starhemberg, gentilhomme d'honneur, lui tend la main pour l'aider à faire le pas décisif. Et vêtue à la française, accompagnée pour la dernière fois de sa suite autrichienne, archiduchesse d'Autriche, pendant 2 minutes encore, elle entre dans la salle où elle doit être remise à la délégation bourbonienne qui l'attend en grande pompe et grand apparat. L'ambassadeur de Louis XV prononce un discours solennel. Lecture est donnée du protocole, puis tout le monde retient son souffle. Voici la grande cérémonie où chaque pas est calculé comme dans un menuet et qui a été apprise et répétée plusieurs fois. La table du milieu de la salle représente symboliquement la frontière. D'un côté les Autrichiens, de l'autre les Français. Tout d'abord, le gentilhomme d'honneur autrichien lâche la main de Marie-Antoinette. Le gentilhomme d'honneur français s'en empare et d'un pas solennel fait accomplir lentement le tour de la table de la jeune fille, tremblante. Pendant ces minutes exactement comptées, la suite autrichienne se retire lentement vers l'entrée et de la même cadence, la suite française s'avance vers la future reine, de sorte qu'au moment précis où Marie-Antoinette se trouve avec la cour française, la cour autrichienne a déjà quitté la salle. Cette débauche d'étiquette se déroule en silence, impeccable, grandiose et fantomatique. Puis au dernier instant, la fillette intimidée ne peut plus se contenir devant cette glaciale solennité. Et au lieu d'accepter, calme et froide, l'humble révérence de sa nouvelle dame d'honneur, la comtesse de Noailles, elle se jette en sanglotant dans ses bras, comme pour y chercher un refuge. Geste d'abandon charmant et attendrissant que tous les grands coptes du cérémonial des 2 côtés du Rhin avaient oublié de prescrire. Mais le sentiment ne fait pas partie de logogriphe et usage de cour. Déjà, le carrosse vitré attend au dehors. Les cloches sonnent à la cathédrale de Strasbourg et les salves d'artillerie retentissent au milieu d'un déchaînement d'acclamations. Marie-Antoinette quitte pour toujours les rivages insouciants de l'enfance.
son destin de femme commence. L'arrivée de Marie-Antoinette marque une heure de joie inoubliable pour le peuple français qui depuis longtemps a perdu l'habitude des fêtes. Il y a de nombreuses années que Strasbourg n'a plus vu de dauphine. Et peut-être n'en a-t-elle jamais vu une aussi adorable que cette jeune fille. La svelte enfant aux cheveux blonds cendrés, aux yeux bleus et espiègles, rit et sourit au fond de son carrosse vitré aux innombrables Alsaciens et Alsaciennes accourus des villes et villages dans leur joli costume national pour acclamer le somptueux cortège. Des centaines d'enfants, de blancs vêtus, précèdent la voiture en jonchant le chemin de fleurs. Un arc de triomphe a été dressé. Les portes sont pavoisées. Sur la grande place, le vin coule de la fontaine, des bœufs entiers rôtissent à la broche, on distribue d'énormes corbeilles de pain aux pauvres. Le soir, toutes les maisons sont illuminées. Des flammes serpentent autour du clocher, et la dentelle rougeâtre de la divine cathédrale en devient transparente. D'innombrables barques et bateaux glissent sur le Rhin, éclairés par des torches aux couleurs diverses et portant des lampions pareils à des oranges de feu. Des boules de verre multicolores, resplendissantes de lumière, scintillent dans les arbres, et le monogramme entrelacé du dauphin et de la dauphine brille sur l'île, couronnant au milieu de figures mythologiques un feu d'artifice grandiose, jusque fort avant dans la nuit. Le peuple avide de spectacles déambule dans les rues et le long du fleuve. La musique vibre et résonne. Dans des centaines d'endroits, garçons et filles dansent joyeusement. La blonde messagère d'Autriche semble avoir apporté un nouvel âge d'or. Une fois encore, le peuple de France, oubliant ses maux et son ressentiment, reprend courage et se laisse aller à un joyeux espoir. Mais ce tableau magnifique dissimule lui aussi une déchirure secrète. Comme dans le Gobelin de la salle de réception, le destin y a glissé symboliquement un signe de malheur. Lorsque le lendemain, avant son départ, Marie-Antoinette veut se rendre à la messe, ce n'est pas le vénérable évêque qui l'accueille à l'entrée de la cathédrale, mais son neveu et coadjuteur. L'air un peu efféminé dans sa soutane violette et flottante, ce prêtre mondain prononce une allocution galante et pathétique. Ce n'est pas sans raison que l'Académie l'a accepté dans ses rangs. Où se détachent ces phrases de courtisans. Vous allez être parmi nous la vivante image de cette impératrice chérie. Depuis longtemps l'admiration de l'Europe, comme elle le sera de la postérité. C'est l'âme de Marie-Thérèse qui va s'unir à l'âme des Bourbons. Après les salutations de cortège, le cortège se range respectueusement sous la voûte sombre de la cathédrale. Le coadjuteur conduit la princesse à l'autel et de sa fine main baguée, de jeune premier, élève Le coadjutateur conduit la princesse à l'autel et de sa fine main baguée de jeune premier élève l'ostentatoire. C'est Louis, prince de Rohan, futur héros tragicomique de l'affaire du collier, l'adversaire le plus dangereux de Marie-Antoinette, son ennemi le plus funeste, qui, le premier, lui souhaite la bienvenue en France. Et la main qui, maintenant, lui donne la bénédiction, est la même qui plus tard précipitera dans la boue son honneur et sa couronne. Marie-Antoinette ne peut pas demeurer longtemps à Strasbourg. Dans cette Alsace, qui lui est une demi-patrie, quand un roi de France attend, tout retard serait inadmissible. Au milieu d'une mer bruissante d'acclamations, sous les arcs de triomphe et les portes enguirlandées, le cortège nuptial fait enfin route vers son premier but, la forêt de Compiègne, où, dans un imposant cortège de voitures, la famille royale attend. Courtisans, dames de la cour, officiers, gardes du corps, trompettes, tambours et musiciens, tous vêtus d'habits neufs et étincelants, forment des groupes bariolés. Ce jeu de couleurs flamboyantes donne un éclat particulier à la forêt printanière.
À peine les fanfares des deux suites annoncent-elles l'approche du cortège nuptial que Louis XV quitte son carrosse pour recevoir la femme de son petit-fils. Mais déjà, de son pas léger tant admiré, Marie-Antoinette se hâte au-devant de lui et s'agenouille dans la plus gracieuse des révérences. N'oublions pas qu'elle fut l'élève du grand maître de danse Noverre, devant le grand-père de son futur époux. Le roi, bon connaisseur, par son parc Auxerre, de franche chair féminine, fort sensible au charme et à la grâce, se penche avec une tendre satisfaction vers la blonde et appétissante enfant, aide la fiancée de son petit-fils à se relever et l'embrasse sur les joues. Ensuite, seulement, il lui présente son futur mari, qui, avec ses 5 pieds 10 pouces, gauche, embarrassé, compassé, lève enfin ses yeux somnolents de myope et, sans montrer un empressement particulier, baise cérémonieusement sa fiancée sur la joue conformément à l'étiquette. Dans le carrosse, Marie-Antoinette est assise entre le grand-père et le petit-fils, entre Louis XV et le futur Louis XVI. Le vieillard paraît bien tenir le rôle du fiancé. Il parle avec animation et fait même un peu la cour à la jeune fille. Tandis que l'époux de demain s'ennuie et se tient silencieusement dans son coin. Le soir, lorsque les fiancés, déjà mariés d'ailleurs par procuration, gagnent leurs chambres respectives, le triste amoureux n'a pas encore dit un seul mot de tendresse à la ravissante ingénue. Et dans son journal intime, comme résumé de cette journée décisive, il écrit sèchement cette unique ligne. Entrevue avec Madame la Dauphine. 36 ans plus tard, de cette même forêt de Compiègne, un autre souverain de France, Napoléon, attendra son épouse. Une autre archiduchesse autrichienne, Marie-Louise. Elle ne sera pas aussi charmante, aussi jolie à croquer que Marie-Antoinette, cette Marie-Louise grassouillette, ennuyeuse et calme. Mais l'homme, énergique, l'amant tendre et fougueux, prendra immédiatement possession de la femme qui lui est destinée. Le soir, il demande à l'évêque si le mariage de Vienne, per procuram, lui confère des droits conjugaux. Sans attendre la réponse, il en tire des conclusions. Le lendemain déjà, Napoléon et Marie-Louise déjeunent ensemble au lit. Mais Marie-Antoinette n'a rencontré dans la forêt de Compiègne ni un homme ni un amant. Un fiancé officiel, tout simplement. La deuxième et véritable célébration du mariage a lieu le 16 mai, à Versailles, dans la chapelle de Louis XIV. Une telle affaire de cour de l'État est trop sublime, trop auguste, et en même temps, trop intime, trop familière, ou même de faire la haie devant les portes. Seul un sang de la plus pure noblesse confère le droit d'entrer à l'église, où, à travers les vitraux multicolores, les rayons du soleil printanier font briller fabuleusement, une fois encore, comme le dernier fanal d'un monde qui disparaît, le brocart brodé, le satin miroitant, le faste infini des familles élues. L'archevêque de Reims préside la cérémonie. Il bénit les 13 louis d'or et l'anneau nuptial. Le dauphin passe l'alliance à l'annulaire de Marie-Antoinette et lui tend les pièces d'or. Puis tous deux s'agenouillent pour recevoir la bénédiction. La messe commence au son de l'orgue. Au Pater Noster, on tend un baldaquin argenté au-dessus du jeune couple. Alors seulement, le roi signe le contrat de mariage et après, lui, selon un ordre hiérarchique soigneusement observé, tous les parents les plus proches, c'est un document prodigieusement long, plusieurs fois plié, aujourd'hui encore sur le parchemin jauni, on lit maladroit et trébuchant ces 4 mots, Marie-Antoinette Josepha Jeanne, péniblement tracé par la petite main de la fillette de 15 ans. Et à côté, mauvais signe, murmure-t-on une fois de plus, une énorme tache d'encre jaillit de sa plume rebelle, et de la sienne, seule, parmi tous les signataires. À présent, la cérémonie terminée,
Le peuple est gracieusement autorisé à participer, lui aussi, à la fête des monarques. Une marée humaine, la moitié des Parisiens ont déserté la capitale, se déversent dans les jardins de Versailles qui révèlent aujourd'hui au profanum vulgus leurs cascades et leurs jets d'eau, leurs prairies et leurs allées ombragées. Le clou des réjouissances sera le feu d'artifice nocturne, le plus grandiose qu'on aura jamais vu à une cour royale. Mais le ciel prépare un feu d'artifice à sa manière. Dans l'après-midi, les nuages noirs s'amoncellent, annonciateurs de malheur. Bientôt, un orage éclate. Une averse formidable tombe sur la ville et le peuple, privé de son divertissement, reflue en désordre vers Paris. Tandis que des milliers de Parisiens grelottants de froid, trempés jusqu'aux os et fouettés par la pluie, fuient tumultueusement dans les rues et que les arbres secoués par la tempête se courbent dans le parc, derrière les vitres de la nouvelle salle de spectacle, illuminée de milliers de bougies. Le grand repas de noces commence, selon le cérémonial traditionnel, que ne peut ébranler aucun ouragan, aucun tremblement de terre. Pour la première et dernière fois, Louis XV essaye de surpasser la magnificence de son illustre prédécesseur, Louis XIV. 6000 invités, l'élite de la noblesse, ont obtenu à grand-peine des cartes d'entrée. Non pour prendre place à table, mais uniquement pour regarder respectueusement du haut de la galerie les 22 membres de la maison régnante portés à la bouche cuillère et fourchette. Pas un de ces 6000 invités n'ose respirer de peur de troubler la grandeur du spectacle. Cependant, en sourdine, sous les arcades de marbre, un orchestre de 80 musiciens accompagne le festin princier. Puis, saluée par les gardes françaises, toute la famille royale passe entre la double haie de la noblesse humblement courbée. La solennité officielle est terminée et le royal marié n'a plus d'autre devoir à accomplir que celui de n'importe quel époux. La dauphine à sa droite, le dauphin à sa gauche, le roi conduit les 2 enfants, à eux 2 ils ont à peine 30 ans, dans leur chambre à coucher. L'étiquette pénètre jusque dans la chambre nuptiale, car sinon le roi de France en personne, qui pourrait remettre à l'héritier du trône sa chemise de nuit, et qui pourrait tendre la sienne à la dauphine, sinon la dame du rang la plus élevée, la plus récemment mariée, en l'occurrence la duchesse de Chartres. Et seul l'archevêque de Reims a le droit de s'approcher du lit qu'il bénit et asperge. Enfin, la cour quitte la pièce intime. Pour la première fois, Louis et Marie-Antoinette restent seuls, et le baldaquin du grand lit se referme sur eux. Rideau de brocart d'une tragédie invisible. Et c'est la fin de ce chapitre 2 et de cette lecture. Et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.